Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va profiter de ce film pour parler de philosophie, dans la partie spoiler, comme ça on sera libre de parler sur le film. On va aussi profiter pour évoquer mon expérience, puisque j'ai fait le même métier que le personnage principal de ce film, donc il y a des petits trucs à dire quand même. Et on va entre autres aussi parler d'un principe scénaristique qu'utilise ce film qui est vraiment très bizarre. Et on va parler d'autre chose du film en lui-même, grosso modo. Quelques images et on revient. C'est parti. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'elle devienne comme eux. Abby! Comment je les arrête? Le film est réalisé par la New-Yorkaise Emma Tammi, réalisatrice qui a entre autres fait un film qui s'appelle The Wind, de Terre Maudite, qui est paraît-il assez connu. Personnellement, je ne l'ai pas vu, je ne vais pas pouvoir vous dire plus de choses sur ce film-ci. C'est le nouveau film Blumhouse. Nouveau film Blumhouse, il y en a régulièrement des films Blumhouse, donc un de plus un de moins, vous me direz. Mais celui-ci a une petite particularité. Il a absolument cartonné au cinéma aux États-Unis, à tel point que lors de sa sortie, il a fait le quatrième ou troisième, je ne sais plus, meilleur démarrage d'un film d'horreur de l'histoire du cinéma aux États-Unis. En Espagne, j'étais tombé sur une statistique, la meilleure de toute l'histoire tout court. L'avant-première, quand je suis allé voir le film, je suis allé le voir évidemment à Halloween, mais évidemment, Miyazaki, cinéphiliquement, c'est une priorité, la salle était blindée. Je sais pas ce qui se passe avec ce film, il attire beaucoup de gens. En plus, aux États-Unis, il faut savoir qu'il est sorti en même temps sur une plateforme de SVOD. Alors, pas la plus connue, qui s'appelle Peacock, qui est un truc qui appartient à Universal, mais quand même, le film cartonne. Ça veut dire que quelqu'un qui adore ce film, il va pouvoir vous sortir des trucs du genre « Ouais, mais tu vois, il a fait tant d'entrées », vous savez, les arguments bien cinéphiliques, là, que certains sortent. Et ben, il va pouvoir les sortir sur ce film. Bref, vous le savez sans doute, c'est l'adaptation d'un jeu vidéo, un jeu vidéo d'épouvante, évidemment, où on est rivé sur les caméras, etc., etc. Je vais pas trop vous en dire, parce que je suis pas un spécialiste de ce jeu, et il y en a qui connaissent beaucoup mieux ce jeu que moi. Ce film est donc l'adaptation de ce jeu, mais il y a d'autres films déjà qui avaient déjà le même principe, à savoir entre autres Willy's Wonderland, avec un certain Nicolas Cage, qui reprenait grosso modo la même histoire, en un peu plus gore, un petit peu plus underground, parce que, on va pas se mentir, on est chez Blumhouse. Et dès que vous voyez la première scène, vous dites, ah, gore, pas gore, gore, pas gore, gore, pas gore, un truc un peu à la sauce, si vous voulez, au début, sauf que ça coupe. Ça coupe à ce moment-là. Donc du coup, on se dit, ah, il y a deux possibilités. Soit on est en train de créer un suspense et on va nous faire une révélation, soit le film va pas être gore du tout. C'est Blumhouse. C'est Blumhouse. C'est Blumhouse. Je vous en dis pas plus si vous savez pas, mais c'est Blumhouse. Globalement, on va pas se mentir, le film est pas très violent. Il y a quelques plans violents, à quel moment, mais c'est vraiment pas un film d'horreur violent, dégueulasse et tout ça. C'est un film d'horreur grand public. Comme vous le savez, c'est un peu une contradiction quand même. Point fort numéro un, et ça il faut le citer tout de suite, la qualité des animatronics. Dans ce film, il y a des animatronics tueurs. Et visuellement, c'est incroyable comment ils sont faits, comment ils sont beaux, comment ils sont crédibles, comment tout fonctionne à l'écran. C'est oufissime. Je vous le répète, c'est oufissime. Et c'est là qu'on se rend compte que, alors que Blumhouse, c'est pas les plus gros budgets, en fait, Hollywood se fout de notre gueule globalement. Moi, quand je parle des effets spéciaux, je dis toujours par rapport à la moyenne de ce qu'on voit à Hollywood, mais semble-t-il que la moyenne, si ça c'est, vous voyez l'écran là, ça c'est ce qu'on arrive à faire de mieux, ça c'est ce qu'on fait de moins bien, la moyenne elle est pas là, la moyenne elle est plutôt là dans ce qui se fait à Hollywood, c'est un peu l'impression que ça nous donne, parce que c'est magnifique. Alors, est-ce qu'ils ont utilisé des vrais animatronics à des moments? C'est possible, mais ce sont surtout en fait des marionnettes de la Henson Company, Jim Henson, vous savez, le Muppet Show, compagnie, tout ça, Dark Crystal. Donc c'est pour ça que c'est magnifique. Et ce qui est très fort, c'est que ça doit être des créatures enfantines, joyeuses, qui doivent faire peur à un moment donné. On va pas dire que ça fait super peur, mais dans les animations de ces marionnettes, on arrive à donner le côté, je vais dire enjôleur, est-ce que ça se dit ça? Le côté enfantin, gentil, et elles tirent la gueule et elles deviennent méchantes. C'est magnifique, ça y a rien à dire, c'est parfait, c'est incroyable. Hollywood devrait faire ça plus souvent, et puis c'est tout. Voilà, point barre. À ce niveau-là, il n'y a pas de discussion. Maintenant vient le reste du film. Alors les acteurs, je les ai trouvés bons. Alors l'acteur principal, je vais vous sortir son nom, c'est celui qui était dans Hunger Games, donc Josh Hutcherson, celui qui faisait Pita dans Hunger Games. Eh ben, vous voulez que je vous dise, je trouve qu'il se débrouille pas mal. Pour tout de suite, je me disais, mais ouais, est-ce que je l'ai vu? Et en fait, c'est ça. Je trouve qu'il se débrouille pas mal. Les acteurs, globalement, sont
correct. Sauf Elizabeth Lale qui fait la fliquette, qui je trouve est un peu à côté de la plaque. On pourrait parler de la tante, qui surjoue comme pas possible, mais le personnage a l'air d'être écrit comme ça. N'oubliez pas, on est quand même dans un Blumhouse. Il y a aussi un autre personnage qui surjoue au début, par exemple celui qui, comment on appelle ça, le conseiller pour placer la personne qui cherche un emploi. Lui aussi il surjoue un peu. Et au passage, l'acteur n'est autre que Matthew Lillard, acteur qui a fait Sammy, donc Shaggy dans Scooby-Doo, et qui a joué dans Scream. Donc voilà, il y a aussi une référence là-dedans. Voilà. Comme ça, vous avez des petites idées. De nos jours, vous le savez, les adaptations de jeux vidéo sont faites de manière beaucoup plus sérieuse qu'à une certaine époque, tout simplement parce que ceux qui étaient joueurs de jeux vidéo ont grandi, hein, globalement, et la génération de joueurs de jeux vidéo est maintenant aux commandes, ce qui fait qu'on a eu des adaptations de jeux vidéo plus quali. On peut aimer ou pas, mais en tout cas avec plus de respect, plus d'envie. Et ce film est l'adaptation d'un jeu vidéo, mais, et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est qu'il n'oublie pas d'être un film. Et donc, ce qui va faire que c'est un film, et c'est une idée de ceux qui ont écrit le scénario, c'est de jouer la carte du drame. C'est classique dans l'horreur, hein. Attention, l'histoire du film, on l'a déjà vu 1 milliard de fois, mais on va jouer la carte du drame pour essayer de faire en sorte que les personnages aient un fond, qu'il y ait quelque chose, et que ce soit un vrai film en tant que tel, et pas juste un produit dérivé fait pour attirer les fans d'un jeu vidéo. Et ça, personnellement, je trouve que c'est une qualité de ce film. Le souci, comme j'ai dit, c'est que, bon, c'est un truc qu'on a déjà vu 1 milliard de fois. Ça en fait un film générique à ce niveau-là, franchement, voilà. Et c'est là qu'on va toucher un peu le centre. Là, je vous l'explique de manière vague dans la partie spoiler. Enfin, c'est pas spoiler, c'est discussion libre comme ça, il n'y a pas de souci. Le film, il fait quelque chose scénaristiquement pendant tout le film qui est très bizarre, Je m'explique. Vous connaissez le principe du fusil de Tchekhov, ou du setup payoff. C'est-à-dire, on met quelque chose dans le décor, où on annonce quelque chose de manière un peu simple, voilà, les toilettes sont là, voilà, ici t'as ça, puis un jour tu te rendras compte que le gars il a besoin d'aller aux toilettes. Voilà. Ce film, en fait, il inverse. Il fait pas du setup payoff, il fait du payoff setup. Ce qui veut dire qu'on voit des choses à l'écran où on fait quoi? Mais quoi? Et après on l'explique. Donc d'un côté tu regardes un truc et tu dis mais c'est quoi cette merde? Mais c'est quoi ce nanar? Puis après, derrière, on te l'explique. Ce qui fait que c'est un film qui va faire des grands débats, je sens, chez les fans, enfin, chez les cinéphiles, parce qu'il y a ceux qui vont dire, ouais, le scénario, c'est de la merde, et d'autres qui disent, mais non, tout est justifié. Et les deux auront raison. C'est ça le problème, selon moi. C'est que les deux auront raison. Je vous donne juste un exemple qui est au tout début du film. Au tout début du film, donc, hein, le personnage principal, agent de sécurité, il voit un adulte qui tire un enfant comme ça, et on connaît le cinéma, on se dit ça y est, va y aller, va l'interpeller avec une certaine violence, et on apprendra que c'est le père du fils, et puis voilà. On le sait. Voilà, c'est comme ça, on le sait. Mais quand on voit la scène et on voit comme il l'interpelle, il le prend, il le met par terre, bam, et il le retrouve, tu dis, what? Ah, c'est abusé quand même. Ah, c'est abusé. Et après, on t'explique. Et tu dis, ah ouais, il y a une logique. Et c'est ça pendant tout le film. Et celle-là, c'est juste qu'elle est exagérée. Mais il y a d'autres trucs dans le film, tu dis, ouais, non, mais là, t'abuses quand même, là, t'abuses. Là, t'abuses. Et le pire, c'est qu'au moment où tu te dis, c'est bon, je suis devant une daube, je vais le défoncer, le film, tu fais, ouais, mais en fait, oui, mais non. Et oui, mais non. Et c'est frustrant. C'est frustrant parce que le film, c'est pas un film génial, mais c'est pas du coup, enfin, c'est pas du tout une daube non plus. C'est quelque chose qui végète là au milieu entre l'un et l'autre, qui nous feinte. Le film, par exemple, il a des faux jumpscares. Genre, j'ouvre une porte et bah, il y a une poupée dedans, bah, avec la musique, le bruit, etc. Le jumpscare basique, moche et pas très intéressant. Sauf que, tu sais, toi, hein, vu que tu sais le contrat que tu passes avec le film, que tu vas avoir des poupées vivantes. Donc, en même temps, c'est un vrai jumpscare, puisque le truc qui est dedans, c'est une vraie menace. En tout cas, en théorie. Après, est-ce que ce sera une vraie menace ou... Ouais, voilà tout ce que fait le film. Il fait des trucs dégueulasses, et dans cette dégueulassité, bah il y a un truc. Ah bah il y a un truc. Tiens. Voilà. Et voilà. Donc, le personnage de la tante, comme j'ai dit, par exemple, il est cliché, exagéré, tout ce que tu veux. Là, il y a rien qui le rattrape. Hein. Mais d'un autre côté, il y a l'autre acteur, le principal, qui se débrouille plutôt bien. Enfin bref, t'es comme ça entre deux trucs à chaque fois, et avec un scénario, enfin avec un film qui est quand même, je dis avec un scénario déjà vu et qui du coup n'est pas le plus efficace du monde. La peur, j'ai rien ressenti qui fasse peur, personnellement, hein, aucun jumpscare qui fonctionne vraiment, etc. Mais, il faut reconnaître que réussir à créer de la peur avec des personnages qui à la base sont mignons, c'est pas facile. Et il y a un véritable effort qui est fait pour essayer de faire que ça fasse peur vraiment.
Il y a vraiment un effort. Après, oui, forcément, je veux dire, quand t'as je sais pas moi, un cupcake tout mignon qui essaie de te bouffer, forcément, faut réussir à le mettre en scène, etc., etc. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile. Mais le film essaye de le faire. Voilà, tout simplement. Voilà. En gros, c'est ça. C'est oui, mais non, mais non, mais oui. Du coup, on coupe la poire en deux, et puis on se dit, bon, bah, voilà. Je vous avoue, en regardant le film, il y a des moments, je me disais, c'est une méga daube, un nanar fini. Et après, je me dis, oui, mais en fait, tu peux plus l'accuser de ça. Alors, juste aussi un petit détail sur la partie scénaristique avant de partir sur la partie spoiler. Faut pas confondre le suspense. Je m'explique. Il y a un groupe de gens, c'est des amis, ils sont dans une situation particulière, ils sont là, puis tout d'un coup, il y en a un, discrètement, il prend un truc, il le vole, il le met dans sa poche, là, ça fait un suspense. Tu dis, ah, il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas ce que c'est. Suspense, ce sera révélé plus tard. Mais comme je vous ai dit, le film ne fait pas ça. Il fait des trucs où le personnage fait vraiment une connerie, et après on te le révèle. Et c'est assez perturbant. Bon, j'ai déjà assez parlé du film de manière grand public. Maintenant, alors c'est la partie spoiler, non pas parce que je vais vous raconter l'histoire, mais parce que je vais parler de manière plus libre de tout ça. Voilà, c'est parti. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de mon expérience quand même dans la sécurité. Le monsieur est recruté pour faire de la sécurité de nuit dans un truc où certes il n'y a personne. Je vous cache pas que quand vous faites la sécu de nuit, il y a des moments où tu te dis, je me ferais bien un somme histoire d'être payé et puis de me réveiller pour être en forme pour la journée. Tu te le dis, mais en fait non. Enfin bon, moi j'étais dans une boîte, on était surveillés. Hein, ils nous appelaient, puis ils venaient faire des petits tours voir si on était bien en place, ce qui est normal, ce qui est normal. Et le gars, première nuit, il fait, hop, je vais faire une grosse siesta, je prends même des trucs pour dormir et tout. Et tu dis, mais il est con ma parole ou quoi? Il est complètement teubé ou quoi le mec? Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? Et c'est là qu'on arrive sur ce que j'ai expliqué au niveau du scénario. Tu te dis pourquoi le mec il fait ça, c'est complètement stupide. Et après t'apprends que bah oui justement il essaie de dormir pour puiser dans ses rêves, dans sa mémoire on va dire profonde, pour voir s'il retrouve quelque chose, pour retrouver son frère qui a été kidnappé, qu'il n'a pas retrouvé. D'où la réaction aussi au début du film. Pour ça que je dis, tu trouves ça stupide et après t'as une explication. Mais ça va plus loin, c'est comme ça pendant tout le film. Exemple. À un moment donné, il y a la fliquette qui débarque. Il est en train de dormir, elle arrive, je fais donc t'as mis du temps. La fliquette dit, je fais ma ronde. Déjà, elle fait une ronde, elle passe je ne sais pas combien de temps dans cette vieille pizzeria. Ah franchement, t'es dans la sécurité, au bout d'un moment tu dis, vous avez pas une ronde à faire? Elle reste là. Alors bon, il y a évidemment une petite tension pseudo-amoureuse, blablabla, hein, qui ne mène à rien quand on connaît la fin du film. Tant mieux, même si on n'en est pas totalement libéré. Hein, mais vu le succès du film, il y aura peut-être une suite. Donc je dis, elle vient, elle dit qu'elle fait sa ronde, machin, truc bidule. Bon, elle lui fait, tu veux danser, machin, là tu te dis, ok, là ça crée un peu de suspense, tu vois, d'une certaine manière. Parce que tu te dis, elle cache quelque chose, obligé. Mais comme justement, le film, il est tellement chelou entre son je fais de la merde et après je corrige, que à ce moment-là, tu dis, c'est de la merde pure ou ça va être corrigé derrière? Je sais pas. Tu veux danser, c'est quoi cette remarque de merde? Voilà. Et, euh, et donc j'ai dit, elle passe toute la nuit et elle part au lever du matin. Donc c'est sa ronde, mais là, elle passe toute la nuit. D'accord? Ok. Bon, pourquoi pas? Elle part donc au moment où l'agent de sécurité finit son service. D'accord? La tante machiavélique, elle a fait j'ai un plan pour récupérer la petite, parce que voilà, on va tout casser là où le mec bosse. Sauf que, ok, tu fais la sécurité de telle heure à telle heure. S'il y a de la casse entre telle heure et telle heure, c'est pas pendant ton service. Donc tu es responsable de quoi? Alors oui, si c'est juste peut-être derrière, etc. On a vu que t'es parti, et donc, ils font ça, et toi, quand tu regardes ça, tu dis, mais encore une fois, c'est de la merde, c'est pas vraiment son service, qu'est-ce que vous voulez que ça se retourne contre lui? Je veux dire, la pizzeria, là, elle est déjà totalement dévastée. Qu'est-ce que vous voulez que ça change par rapport à son métier? En gros, on l'a mis là un peu au hasard, donc pourquoi pas? Bon. Après, la flic, elle arrive, et elle lui explique, ah, mais tu sais, si t'as pas fermé la porte correctement, que ce soit volontaire ou involontaire, ça peut se retourner contre toi. Ok. Je rappelle, parce qu'il y a un truc que j'ai aussi oublié, moi aussi j'inverse. La flic est restée jusqu'à ce qu'il ferme la porte. Ce qui veut dire qu'en plus, elle était témoin qu'il n'y avait pas de casse quand ils sont partis. Il y a un flic qui est témoin. En plus, il y a des caméras, je sais pas si elles enregistrent, mais ça c'est autre chose. D'accord?
La flic a vu qu'il fermait la porte. Peut-être que là, il était déconcentré, etc. Donc peut-être. C'est pour ça que je dis, l'explication vient un peu justifier tout ça. Mais ça arrive après coup. Toi, t'as vu tout ça, tu t'es dit, mais ça colle pas, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi comme truc. Je profite, comme j'ai dit, j'allais parler vite fait de mon expérience d'agent de sécurité. Il y a un truc qu'on m'avait dit lorsque j'ai fait ma formation, et c'est totalement vrai. Il me disait, regarder un film d'horreur avant d'aller faire une nuit dans un endroit, c'est peut-être pas une bonne idée. Et je l'ai suivi à la carte, ce truc. Hein. Et en regardant ce film, bien qu'il me fasse pas peur, je me suis dit, c'est le genre de film qui fait pas peur. Après, tu te retrouves la nuit et tu sais pas pourquoi tu commences à imaginer des trucs. Donc voilà. Euh, euh, disons qu'après, il y a des trucs dans lesquels je me retrouve dedans. Mais même là, il fait des conneries. Que je prends un badge et je l'offre à ma sœur. Il y a plein de conneries non-stop. La fin. La fin me pose aussi problème. Me pose des problèmes. Me fait aussi des soucis. Enfin bref. Qu'est-ce qui se passe? On apprend qu'il y a des esprits de gamins, ok, mais on rajoute aussi le tueur. Alors, il y a sans doute des films qui le font bien, il y en a. Mais d'un côté, t'as un truc tangible avec un tueur, machin, truc bidule, mais d'un autre côté, t'as un côté spirituel, enfin spirituel, des esprits et des enfants. Deux menaces qui se mélangent. Encore une connerie, maintenant que j'y pense. La gamine il l'emmène au boulot. Et il fait, tu vas dormir. Ok, peut-être la laisser à la maison, ça va pas, parce que c'est un peu compliqué. Quand même, qu'est-ce que t'emmènes une gamine au boulot? Alors oui, il est dans la merde, il prend le boulot qu'il peut, ça va pas. Il y a des explications, il n'empêche que c'est quand même vachement con, tout ce qui se passe. Enfin bref, j'ai trouvé que... Voilà, donc on apprend, puisqu'on est dans la partie spoiler, hein, à la fin, que le vilain pas beau, c'est celui qui l'a placé là. Là, par contre, comme j'ai dit, c'était du suspense, parce qu'au début, il surjoue, le gars, bon, c'est pas très bien fait, on est dans un Blumhouse, on est un peu comme ça, mais là, il y a un suspense, on se dit, le gars, il cache quelque chose. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, mais voilà, on a la révélation. Bon, voilà. Là, c'est du suspense. Mais le film fait tout le temps ça. Je fais de la merde, je la rattrape. Je fais de la merde, je la rattrape. Mais vraiment, je fais de la merde. Pas, je crée du suspense. Et bref, c'est très compliqué ce film à ce niveau-là. Maintenant, on va partir sur la partie un peu philo. Ce film est très intéressant à ce niveau-là. Il n'a rien d'extraordinaire au niveau du scénario, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent, il y en a, ils disent par exemple, ouais, tous les films sont politiques, alors je vais voir la politique et je suis d'accord, pas d'accord, à vous de savoir si vous voulez souffrir dans la vie. Profitons des films aussi pour voir des choses qui peuvent nous parler. Le personnage principal est resté coincé dans le passé. Il souffre, la sœur aussi souffre du coup, et il passe tout son temps, à essayer de se rappeler ce qui s'est passé ce jour-là. Donc il n'est plus à l'instant présent. Et cette souffrance du passé fait que il a un boulot de merde, qu'il est perturbé dans sa tête, qu'il s'entend pas bien avec sa sœur, que sa sœur va être prise par sa tante super gentille et qui n'a pas d'autre caractéristique que d'être super gentille. Donc en gros, cette souffrance du passé crée du mal actuellement. C'est très facile à dire, mais ce qu'il faut faire, c'est laisser couler, vivre l'instant. Alors, ça c'est un truc qui existe dans plein de domaines, en philosophie, en développement personnel, dans certaines croyances comme le bouddhisme, et d'autres trucs. Hein. Par exemple, Eckhart Tolle a écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. Voilà, vous le trouvez dans tous les magasins. Je sais pas où vous allez, développement perso, il y a, hein, vous pouvez pas le louper. On a ça aussi dans d'autres choses. En gros, ce que le film peut nous apporter, c'est la réflexion. Comment être bien, je vous laisse réfléchir là-dessus, hein, c'est de laisser couler la douleur. Ça, c'est aussi proche du stoïcisme chez les Grecs. Hein. Laisser couler la douleur, facile à dire, et en fait, vivre l'instant présent, être là, ne pas dormir quand on est au boulot en pensant au passé. Comment être heureux, selon eux, hein, c'est être là, être attentif là maintenant. Est-ce que là maintenant, vous faites attention à la température qui est autour de vous? Est-ce que là maintenant, vous vous rendez compte que vous respirez, que vous êtes bien peut-être dans votre corps? Peut-être que vous souffrez de quelque chose, mais est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte que, waouh, j'ai un appartement, waouh, y a ça qui va bien dans la vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? L'instant présent, et pas toujours être en train de dire, ouais, mais attends, alors demain, il faut que je fasse ci, et puis, puis hier, il y a eu ça. Non, là maintenant, qu'est-ce que vous avez? C'est ça que nous apporte ce film. Comme vous savez, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, dans les arts martiaux japonais, hein, peut-être pas tous, on commence, on fait mokuso, méditation, faire le vide, l'instant présent, et en fait, le mokuso, quand on arrête le mokuso, hein, il y en a qui disent mokuso yame, hein, ou juste yame, salut tac, c'est aussi que quand on fait le mokuso au début et à la fin, hein, Funakoshi disait, le karaté commence et finit par le mokuso, c'est-à-dire que, en fait, pendant ce laps de temps, on laisse de côté les soucis de la vie, les trucs qu'on a à faire, on laisse de soucis le film de demain, la copine, tout ce qu'on veut, et on se concentre sur l'art martial.
Et vous remarquerez que c'est aussi une des choses qui fait que le sport me plaît généralement. Pourquoi? Parce que pendant qu'on fait du sport, on est à l'instant présent. Je veux dire, quand vous faites un match de foot, vous êtes à l'instant présent. J'ai le ballon, qu'est-ce que je fais? Il a le ballon, comment je me place? Est-ce que je me démarque? Je viens ici, je me mets là. L'autre, il va là-bas, tac, tac. Vous êtes à l'instant présent. Vous êtes à l'instant de l'action. Vous n'êtes pas en train de vous dire ce que vous allez bouffer demain. Enfin, peut-être, mais normalement, il faudrait pas. Les sports extrêmes, par exemple, où on a un risque aussi. Imaginez, vous êtes sur un ring de boxe. Vous êtes à l'instant présent en train de réfléchir à qu'est-ce que je peux balancer comme coup, etc., etc., comment je me sens, bien respirer, etc. L'instant présent. En fait, l'instant présent, c'est ce qui fait vivre. Il y en a plein qui en racontent que beaucoup de gens aiment prendre des risques parce que justement, ça les fait vivre. Parce qu'ils se retrouvent à l'instant présent avec une adrénaline. Donc l'idéal, ce serait de réussir à se concentrer sur l'instant présent, je dirais avec moins d'adrénaline. Juste reprendre conscience de ce qu'on a là, de ce que l'on vit actuellement. Voilà, tout simplement. Et ça, comme j'ai dit, on le retrouve dans le bouddhisme, en Asie, chez les Grecs, développement perso, écartelé, tout ce que vous voulez. Hein. Dans le bouddhisme, il y a le mot éveil. Parfois, il y a aussi illumination, hein, mais éveil, c'est quoi? C'est ne pas dormir, c'est être réveillé, c'est être là, réveillé 100%. Voilà. Donc, comme quoi, même un petit film, on va dire d'exploitation basique, banale et passe-partout, peut nous amener quelque chose si on prend le temps de le regarder et de réfléchir dessus. Voilà. Je profitais de ce film pour balancer ça, c'est normalement ce que j'ai fait plus pour les membres. Donc quand je parlais de western, je profitais pour évoquer certains aspects philosophiques et compagnie. Là, vous avez cette idée de être présent à l'instant, profiter de ce qu'il y a là maintenant, de ce que nous avons là. Et même, le but, c'est pas de profiter, ça peut ne pas aller très bien, mais c'est quand même là, profiter des occasions, des situations. L'image du sport est, je pense, très parlante à ce niveau-là. Hein. Même quelqu'un qui, par exemple, fait du golf, du bowling, c'est le geste à ce moment-là. À ce moment-là, je suis concentré sur mon geste en lui-même, sur la forme de mon geste. Hein. Et la balle, de bowling ou de golf, va aller sur la trajectoire qu'on veut, parce qu'on a fait le bon geste, à ce moment-là, en se concentrant. Si on se dit, elle va aller là-bas, non, c'est le geste qui fait qu'elle va là-bas. J'espère que vous avez compris, like, partage, abonnement, ciao.